ben, bonjour, bienvenue. Alors moi je suis pas un conférencier, je vais vous expliquer un peu qui je suis juste après. J'ai deux collègues qui devraient me rejoindre aussi, qui sont des acteurs locaux et qui viendront un peu sur scène un peu expliquer aussi leur travail. Aujourd'hui moi j'ai été convié vraiment sur un thème qui me tient à cœur parce que c'est mon quotidien et c'est ma vision aussi de mon métier d'archi d'intérieur. Donc, qui est le design identitaire, donc en fait créer une expérience immersive au sein de votre établissement touristique. Alors ça c'est des grandes phases alambiquées, mais en fait pour moi c'est vraiment de se dire que aujourd'hui il faut que l'expérience, alors il y a cet effet waouh, tout le monde en parle depuis des années, permaculture c'est aussi que tout cet effet waouh il vient du détail comme de l'effet décoratif, mais c'est presque secondaire. L'attention, le geste va être une énorme valeur et en fait va garder en fait une empreinte chez le touriste ou chez le client ou en tout cas le passant. Donc ça va être un peu le sujet aujourd'hui de vous montrer un petit peu justement ce design identitaire, on va appeler aussi parfois design global. Alors c'est des mots un petit peu voilà, galvaudés, mais comme quoi tout est une attention, un détail, et que c'est ce qui va en fait faire une empreinte un peu rétinienne, olfactif, auditif, et ce qui fait qu'on garde un peu une empreinte, un petit bout de ce voyage et de ce moment. Donc bon, ça c'est le logo de l'agence. Donc moi je m'appelle Damien KRS, donc j'ai 42 ans. Comme quoi je change de ma slide parce que c'est bien un jour. Architecte d'intérieur, donc je suis basé à Lyon. J'ai fondé mon agence il y a 19 ans. Donc j'ai 6 collaborateurs, enfin même on pourrait dire collaboratrices parce que c'est que des filles. Et on est tous architectes d'intérieur et décorateurs. Et mon métier, en fait, en tout cas c'est ma vision de mon métier, hein. On peut avoir tous des visions différentes, c'est vraiment découvrir des métiers de nos clients. Donc il y a vraiment ce travail d'introspection sur comment fonctionne le client et donc les attentions de l'hôtelier, du gîte, de l'office du tourisme, mais aussi, voilà, nous on travaille pour du privé aussi, vous le verrez, hein, je vous l'expliquerai. Donc c'est comment en fait, comprendre comment en fait va travailler cette personne ou vivre cette personne dans le lieu. Découvrir les savoir-faire de nos clients, c'est-à-dire les spécificités, c'est-à-dire vraiment quelle est votre posture, votre façon d'informer, là où vous aimeriez aller, et en fait on va brainstormer ensemble pour essayer encore étoffer ce savoir-faire que vous avez, qui est intrinsèque à votre métier. Découvrir le savoir-faire de nos clients, donc c'est ça, écouter les équipes dans leur quotidien, ça c'est important, c'est-à-dire ce travail un peu plus immersif dans le workshop ou dans ce travail où on va poser des questions à la direction, mais aussi aux opérationnels, dans la posture, dans leurs gestes, dans ce que leurs attentes, leurs frayeurs, leurs peurs, leurs croyances. Tous ces mots parfois un petit peu aussi étonnants de la croyance. Oui. Pardon ? Corinne et Thomas sont là. Ouais, bah super. Justement, j'allais juste faire l'introduction comme ça, vous allez pouvoir venir, c'est génial. Et donc justement, c'est de comprendre vraiment ces fonctions, d'écouter les équipes et avec leur quotidien. Comprendre les fonctions spécifiques, donc ça c'est plutôt propre à leur métier et à la localité, et concevoir les espaces à vivre sur mesure, donc pour faire vivre à leurs clients les expériences désirées. Donc en fait de ne pas en fait rater le coche entre je vais sur Pinterest et je trouve des belles images et je refais mon gîte ou mon hôtel, c'est pas ça notre métier, et je pense que c'est là où on investit de l'argent pour rien. En fait il y a vraiment une méthodologie, des fondamentaux à travailler sur qui on est, pour qui, pourquoi. Et quand on a répondu à toutes ces questions, il en sort de l'imagerie, il en sort de l'ergonomie, il en sort des fonctions. Mais surtout pas en fait partir de l'esthétique où souvent on fait du beau mais qui ne marche pas et c'est de l'investissement perdu. De ce fait, juste avant d'attaquer, je vais peut-être juste faire monter sur scène justement mes deux collaborateurs de ce jour qui sont des acteurs locaux avec Corinne Lava et Thomas Coué. Bah venez, comme ça vous... Ouais. Allez, je prends des risques. Comme ça, je vous laisse au pire vous présenter, puis après on fera un petit... Puis juste vous présenter comme ça qui vous êtes, et ça sera des étapes... Bonjour à tous, je pense que pour certains d'entre vous on se connaît. Donc, je m'appelle Corinne Lava, je dirige le Carré Cointreau, donc l'activité qui consiste à faire visiter, faire découvrir la maison et la marque de la liqueur d'orange. Bonjour à tous, je suis Thomas Coué, directeur de l'hôtel 21 Foch, un hôtel de 12 chambres dans le centre-ville d'Angers, plutôt sur une mode boutique-hôtel, grosse maison d'hôte on va dire, un hébergement hybride, voilà.
L'idée en fait c'est qu'ils vont intervenir justement avec l'évolution des visuels et de ce qu'on va vous présenter pour expliquer justement leur approche et leur méthode vraiment sur des faits, un vrai projet, des vrais projets et que vous pouvez aussi croiser dans la localité. Ok. Donc je vous ferai monter juste. Super. Mon parcours en fait c'est juste c'est pas tellement pour se la raconter, c'est surtout pour dire que ma culture elle était travaillée pour du privé très très haut de gamme, donc il y a vraiment cette culture du dessin sur mesure pour du privé où on va dessiner la hauteur du plan à 1 cm près si les deux sont grands, ou les poignets à gauche si les deux sont gauchers, enfin d'être attentif à tous les détails. Si madame met ses soutiens-gorge, ses culottes dans son dressing, on sait dessiner ça dans les mêmes tiroirs et on va compartimenter. Donc ce niveau de détail, et j'ai aussi travaillé pour Philippe Starck et puis pour Accor. Philippe Starck, j'étais chargé de Nord-Amérique sur tous les hôtels, avec des sculptures des boutiques hôtels. Alors ça fait 20 ans qu'on en parle, mais qu'est-ce que c'est qu'une boutique hôtel et comment on vit en fait une expérience globale où le restaurant c'est un super restaurant de la ville, la boîte de nuit c'est la super boîte de nuit en fait, et comment on qualifie un hôtel dans sa globalité avec tous les services et la boutique. Donc co-branding, on va en parler aussi, les partages d'enseignes et comment en fait qualifier une image globale avec quelque chose d'homogène. Et puis pour Accor, j'étais chargé sur qu'est-ce qu'une prospection architecturale, qu'est-ce que l'hôtellerie de luxe dans les 10 ans à venir. C'était il y a 15 ans. Alors ils m'ont laissé cette chance, j'étais un jeune archi et j'avais travaillé sur les Robinsonades, c'est-à-dire vraiment un nouveau luxe où on va aller dans la culture no news, no shoes, se mettre dans des bulles anti-Wi-Fi, c'était le début des portables et des Wi-Fi, et de enlever le jacuzzi parce que ses clients l'avaient chez eux, même les piscines intérieures ils l'avaient chez eux aussi parce que c'est des nuitées assez chères. Mais en fait de revenir à l'état de Robinson Crusoe quasiment et de payer très cher le fait d'être hors du temps. Par contre, avec un élément qui est un mot récurrent que vous allez entendre aujourd'hui, qui est la notion de conciergerie, de service humain, de ce savoir-faire local, de vivre l'expérience territoriale, de parler des histoires du pygmée qui en fait, on est dans son territoire et il vient nous raconter l'histoire, qu'on peut aller pêcher même sur le lac Léman, on en parlera aussi tout à l'heure, avec un vrai pêcheur. Et même si on est milliardaire, on ne connaît pas le pêcheur du lac Léman qui peut aller nous amener pêcher. Et c'est là où en fait la conciergerie amène ce service qui devient exceptionnel à un instant figé, et ça on le garde en tête. Et c'est un peu ça aussi aujourd'hui sur quoi on travaille beaucoup. Donc mutation de l'accueil, ça c'est juste un petit prétexte, vous allez voir, on va parler des desks d'accueil, juste pour désamorcer 2-3 croyances en fait, ou peut-être en amorcer d'autres, pour dire que le design n'est rien d'anodin en fait dans une création architecturale quand le cahier des charges est bien fait. Et en fait on se rend compte qu'on a tous connu ce desk d'accueil, enfin en tout cas pour ceux qui ont plus de 40 ans, en cabinet médical où on avait peur, ou d'aller chez le dentiste où on retrouvait ce desk un peu moche qui faisait flipper. Alors ça revient un peu à la mode le Formica, mais ça reste quand même un peu flippant quoi. Mais néanmoins moi je suis pas un anti-comptoir ou un pour-comptoir. La seule chose c'est qu'aujourd'hui quand vous mettez un comptoir comme ça, c'est le nouveau comptoir du Ritz, il y a une séparation, il y a une distanciation, et une distanciation qui est voulue. On est d'accord ? On ne se met pas au même piédestal au Ritz. C'est une démarche, une politique interne de dire qu'en fait, il y a un écart, il y a le client et nous, on est derrière. Là, on n'a pas d'estrade derrière pour que le barman soit plus haut. On est d'accord, hein ? On reste au même niveau, on est même peut-être même en dessous. Ça, c'est après, on n'aime pas, c'est une autre démarche. Mais en tout cas, il y a vraiment un objet qui quand même est séparatiste maintenant sur les côtés. Enfin, on peut passer sur les côtés. On a un peu changé le desk d'accueil qui était dans une boîte avant, il ne fallait surtout pas quand même qu'on puisse passer. Là, on commence à ouvrir sur les côtés. Ça vous paraît peut-être anodin, mais ça ne l'est pas tant que ça. On a aussi des desks comme ça qui sont un peu surdimensionnés. Il fait 17 mètres de long, là c'est à l'Hudson à New York. En fait, c'est complètement, on a retravaillé une jungle qui avait mangé l'immeuble existant. Et on a fait un desk qui qui était surdimensionné, mangé par des racines même. Mais paradoxalement, on a fait sacraliser juste un point qui est là où on a l'accueil avec ce lustre. Et pour la petite histoire, sur le lustre, il y a les photos de l'ensemble des ouvriers qui ont travaillé. Personne de la direction, aucun archi. C'est vraiment les ouvriers. Donc ça aussi, ça raconte aussi une histoire. Alors on peut y voir parfois un peu de marketing et de snobisme. Néanmoins, personne ne le sait. Donc ils ne jouent même pas cette carte de oui, on est populaire et on montre les ouvriers. C'est vraiment en fait une vraie démarche de les mettre en avant dans un lieu baccarat qui doit coûter, je crois, 57 000 $ ou un truc comme ça. On a aussi des desks qui commencent à muter, qui deviennent un peu comme des cordonniers, qui deviennent des expériences quasiment de service, et qui ressemble entre une boutique et une prestation de service avec du bois, avec de la patine. Donc on est dans les codes déjà de quelque chose qui ressemble plus
à une boutique ou voilà, un métier de service plutôt qu'un métier de desk d'accueil d'hôtel. Et puis on va arriver même sur le Ace Hotel à Londres, qui est un concept hôtel où d'un seul coup, le desk devient complètement un lieu de boutique où tout peut être acheté. Tellement tout que le plaid est vendu aussi, on peut acheter bien sûr du Réni et tout élément médical. On peut tout acheter, la décoration, le mobilier, les vélos qui sont traités aussi, puisqu'en fait ils font aussi des co-branding avec un gars qui fait des vélos juste à côté, il les prête ici dans l'hôtel et bien sûr on peut l'acheter. C'est un lieu bien sûr de travail comme aujourd'hui plein de lieux hôteliers, mais qui permettent d'avoir cette vie en fait du lobby entre guillemets presque 24/24, puisque le soir ça va muter avec un DJ, avec un bar à cocktail. Mais l'après-midi, il y a des cours de barista aussi, donc on va travailler le café et l'expérience atelier café. Tout ça est gratuit en termes d'expérientiel. Une petite marque, Nespresso, ça c'est l'ancien desk de Nespresso. Je le mets parce que malgré tout, dans ces grandes marques, on se rend compte que tout est bien maîtrisé. Si on regarde bien en fait ce concept-là, qui était le concept initial quasiment de Nespresso, vous avez des codes assez intéressants. Vous avez le foisonnement, donc la multiplicité des produits derrière en facing, mais qui reste fonctionnel. On n'est pas sur du décor, c'est un objet fonctionnel. Ce qui est la différence entre guillemets Disney et une vraie boutique. C'est quand on est vraiment sur quelque chose, et encore Disney reste fonctionnel, donc qui est utilitaire, avec un packaging où c'est la taille du carré, on peut aller très très vite sur le réassort, mais on a un truc qui est très haut et très beau. Et puis ces desks qui sont toujours des desks de 2. Des desks de 2 parce qu'en fait, le desk est ouvert, on revient un peu à ce nouveau Ritz qui est ouvert sur les côtés, mais là en fait on le réduit en taille pour qu'on puisse faire un geste, pour ceux qui sont allés chez Nespresso, qui a anobli d'ailleurs le café, puisque le geste il est quand on vous donne le sac, on fait le tour et on vous le donne comme ça. Main dessous, la ficelle dans la main, et c'est exactement le process qu'on va retrouver chez Hermès, chez Cartier, c'est-à-dire en fait on anoblit le café au niveau du bijou. Et donc le desk de 2, il est fait pour ça. Il est fait en fait pour créer du lien. Et ce lien en fait il devient tellement fort que le nouveau concept qui arrive sur l'ensemble des Nespresso au monde, on n'a plus de comptoir séparatif, on est complètement sur un îlot. Aujourd'hui la notoriété de Nespresso est tellement forte que tout le monde leur a piqué d'ailleurs la capsule. Donc aujourd'hui comment se différencier? Et bien en fait ils vont former l'ensemble de ces vendeurs avec des vraies formations de barista. C'est 1 mois et demi de formation. Et donc, on va commencer à pouvoir partager à côté d'un technicien autour des machines, expliquer, faire vivre l'expérience, toujours le foisonnement bien sûr derrière, mais là on est vraiment épaule contre épaule. On n'est plus derrière le desk et on va même avoir des ateliers. Donc on retrouve cette notion d'atelier gratuit qui sont là pour la découverte et qu'est-ce qu'on peut faire avec nos capsules, avec nos cafés et les spécificités des cafés. Bien sûr que le design amène ce côté un peu verrerie, côté un peu labo, un peu plus technicien, tout en étant assez léché par les matières. On pourra parler des textures, on pourrait parler de la température de lumière, il y a des milliards de détails là-dedans, qui amènent quelque chose qui est comme à la maison, on est en 2700 degrés Kelvin, donc ça c'est la température de lumière, enfin, voilà. Il y a plein de choses qui comptent, et en fait ce qui fait que l'expérience devient forte. Mais même hormis l'architecture, la démarche d'enlever le desk pour en faire un îlot, épaule contre épaule, on va dire on est partenaire pour découvrir, et d'un seul coup ça devient encore plus fort. Ils n'ont plus à se battre de toute façon sur la qualité du café. Aujourd'hui il faut juste se différencier avec carte d'or ou des capsules Lidl, quoi. On a aussi, l'image est un peu sombre, mais on a aussi un petit faiseur qui est McDonald's. Alors moi quand j'ai pu bosser pour Accor, j'avais demandé qu'on m'ouvre les portes de Georges V et du McDo. Alors McDo, le marketing de McDo monde il est à Boston. Et quand je leur ai dit ça, d'accord, Georges V, ils ont réussi à bien comprendre pourquoi. Mais quand je leur ai dit McDo, ils m'ont dit, mais pourquoi vous voulez aller chez McDo, quoi? Je leur ai dit, McDo, en fait, avec 2 packaging de Big Mac dans le monde, ils arrivent à vendre du Big Mac. C'est quand même surréaliste. Quand on pense que le vert, par exemple, pour les musulmans, c'est la religion et pour nous, c'est l'écologie, c'est que stratégiquement, il faut quand même être futé, quoi. Donc quand on commence à comprendre un curseur on va dire sociétal quasiment, et qu'on arrive à manipuler les gens avec le McDo et quelques mutations, mais très faibles, sur une globalité mondiale, en fait, on a une marketing global. Et quand on fait le Georges V, où vous avez 2 fois la surface de moquette de l'hôtel en stock, que vous avez 80 salariés, meilleurs ouvriers de France du bâtiment au Georges V, vous comprenez que la personnalisation et l'excellence est là. Et quand vous avez compris les 2 curseurs, après, vous positionnez
Est-ce que je suis un kebab? Est-ce que je suis une auberge de jeunesse? Est-ce que je suis un office de tourisme? Et là, en fait, on va aller piquer là-dedans. Et c'est pour ça que c'est intéressant de balayer et de comprendre quand même ces grandes firmes, parce que derrière, il y a quand même 2-3 têtes pensantes qui savent faire quelques milliards. Et là, l'exemple type, on retrouve notre desk ouvert au milieu. On est quand même aujourd'hui sur un sandwich qui fait minutes. Bon, on a tous connu avant, vous aviez, pour ceux qui faisaient le McDo, mais vous avez peut-être tous mangé quand même une fois McDo, vous aviez en fait des étiquettes avec des numéros. Et en fait, c'était le temps que le sandwich était en stand-by. Et en fait, à un moment, si on arrivait proche de l'étiquette, on commençait tous à flipper. On se disait, oula, fait un quart d'heure qu'il est là, lui. Maintenant, ils le font minutes, ce qui est assez fou pour un fast-food, en termes d'efficacité. Néanmoins, c'est super efficient. 17% de gain de temps pour eux et de commercialisation. Mais surtout, ce qui est intéressant dans le desk, là, c'est qu'on ouvre au milieu et on retrouve exactement le même geste. On retrouve le geste où on va redonner le sac dans le passage au milieu. Ah, ça ressemble à un espresso un petit peu ça, je crois. Ou même au Ritz quand on passe sur le côté. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'il y a quand même, même avec des niveaux de prix beaucoup plus bas, des méthodologies qui deviennent intéressantes sur l'accueil et sur la commercialisation. Je ne parle pas de la saladerie, qui est un objet qui n'a jamais bien marché, parce qu'en fait, aujourd'hui, ils vont faire ça, vous allez voir juste après. Mais là, juste après, là, ce que je vais juste vous dire les choses, c'est qu'ils ont aussi fait quelque chose d'important. C'est le rapport à l'argent. C'est qu'ils ont enlevé, en fait, avec justement la commande automatique, un lien qui était le lien plus conflictuel avec l'argent, puisque les gens, en fait, commandent là-dessus. Ce qui fait que le seul rapport que vous avez, il est humain au moment du passage, au moment où on donne le sac. Ça aussi, c'est pas anodin. Et puis, la dernière chose qui est quand même dingue chez McDo, c'est ça, c'est qu'on est retourné à la restauration traditionnelle, le service à table. La boucle est bouclée, quand on comprend ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont obligé de créer une nouveauté chez McDo qui est le service à table qui était la restauration traditionnelle. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence de Big Mama ou je sais pas, de tous les burgers à papa et autres noms de chartes ou de chaînes, en fait, ne font pas ça. Donc, ils doivent trouver encore une différenciation. Donc ça aussi, c'est assez intéressant de se rendre compte qu'il y a quand même du service et que même chez McDo, on retrouve du service. Mais en fait, on va même plus loin chez McDo parce que le nouveau concept qui arrive à Tokyo, en fait, vous avez l'ensemble des produits frais devant vous, le burger effet minute devant vous, et en plus, l'ensemble des produits doivent avoir une périphérie, une territorialité de 40 km maximum. L'ensemble des fournisseurs ont une adresse GPS, elle est notée, nommée, il y a même les photos qui défilent sur les sites, et vous pouvez aller vérifier, ou par Google Earth, où est le champ, ou même prendre rendez-vous avec eux pour faire des formations. On parle de McDo, C'est quand même surréaliste. Moi, je ne suis pas un pro McDo, mais c'est juste de comprendre quand même de la mutation qui est en train de se passer dans cet univers du fast-food qui était low cost initialement. Et d'ailleurs, McDo ne prêche plus le prix. Et maintenant, ils ne cherchent plus à dire le plus bas ou le... Non, c'est plus ça le sujet. Ils ont une signature, ils ont un goût, on aime, on n'aime pas, mais par contre, ils veulent requalifier, monter en gamme pour dire si vous venez chez nous, c'est parce qu'on a une traçabilité, on a des valeurs. Tout ça, c'est plein de bémols, mais néanmoins, c'est ce qui arrive là vraiment dans l'ensemble mondial. Vous avez après d'autres sujets qui sont de l'hôtellerie justement hybride. Alors moi, je parle beaucoup d'hôtels, c'est un peu ma culture, mais il faut imaginer que vous avez la même chose dans un office de tourisme. On pourrait avoir une zone snacking, par exemple, qui soit opérante en partenariat avec justement un partenaire, un co-branding, ou même le faire en interne. Là, c'est juste qu'on est sur un hôtel à New York qui s'appelle le Public Hotel, et qui est un hôtel vraiment dans cette culture de boutique hôtel, c'est-à-dire une colonne vertébrale qui est le building, vous avez un rez-de-chaussée qui est complètement ouvert avec la rue, et vous avez en fait une porosité entre la rue qui vient vivre l'expérience du petit snacking, du restaurant, de la boutique, du fleuriste même, et des gens à la verticale qui en fait descendent récupérer leur café, leur thé ou leur petit snacking en peignoir. Et tout le monde se croise en fait. Et c'est ça en fait le principe du boutique hôtel. C'est-à-dire qu'on crée vraiment une sorte de passage entre la ville, donc la cité, mais c'est valable aussi de toute façon de l'élément rural, on pourrait faire la même chose, de faire vivre en fait une auberge avec justement une AMAP qui vient dans ce lieu pour faire venir des gens qui vivent autour et de faire vivre avec des gens qui dorment ici, ça peut être hyper intéressant. Donc en fait tout ça est complètement, on peut le dériver sur plein de supports. C'est un lieu justement, alors là on est vraiment, tout est en circuit court aussi, tout est en produits écolo, bio, voilà, éthique, enfin on a vraiment ces valeurs qui deviennent très très fortes pour quand même des hôtels où aujourd'hui la nuit elle est quand même à $600 à peu près, donc on est vraiment sur quelque chose de très haut de gamme, mais aujourd'hui on fait quand même du sandwich, on fait quand même la petite salade,
On n'est pas du tout sur un truc qui se veut toujours 3 macarons Michelin, quoi. Et de ce fait, il y a aussi une mixité sociale qui se passe là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui viennent juste prendre le snacking, sortir leur Mac, prendre le Wi-Fi, un café. Donc on a cette culture un peu Starbucks qui devient en fait une enseigne propre à l'hôtel. On a dans le même hôtel cette boutique avec des fleuristes qui fait des fleurs, qui fait en fait c'est vraiment cette culture de concept store. J'aime pas ce mot concept moi, mais là on va dire que c'est plutôt la mixité de services. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on peut trouver de tout, mais tout au même niveau et au même curseur de définition et de qualification. Et ça c'est hyper important, puisqu'on va en fait prendre une bougie qui sent bon et qui est de qualité, ben en fait ça nous amène naturellement à dire que l'hôtel c'est un hôtel de qualité. Enfin voilà, c'est une sorte de cercle vertueux et le co-branding permet vraiment parfois de faire de belles choses. Et puis là on retrouve un lobby qui ressemble plus à un salon comme à la maison. La bibliothèque au fond, vous avez plein d'objets, c'est des objets qui bougent tout le temps, c'est les objets que chaque personne du staff a amené et qui lui tient à cœur. Et donc en fait c'est un truc où quand vous parlez à quelqu'un, il va pouvoir vous raconter pourquoi la photo que vous reconnaissez ou l'objet c'est quoi. Et en fait d'un seul coup on raconte. Il y a même un petit livret de ces histoires de ces objets. Donc ça on est vraiment dans un lieu voilà, qui vit encore, on a ces lieux de partage, ces lieux d'interconnexion. Et paradoxalement en fait on n'a pas de desk et on fait un check-in et un check-out autonome. Alors on dit ah, là on perd l'humain quoi. Oui et non. On perd l'humain parce qu'en fait, ils se disent, est-ce que le moment où je mets ma carte bleue, mon nom, ma date de naissance, j'ai besoin de quelqu'un? Je pense qu'on n'est pas forcément besoin. Par contre, vous avez quelqu'un en noir, alors c'est un peu sombre, mais avec le t-shirt, avec la basket blanche. Lui, en fait, il est là, juste à côté, tout le temps là, tout le temps présent, pour bien sûr ne pas vous sentir mal à l'aise ou au moins un moment un petit peu compliqué. Mais par contre, il va vous amener tout de suite cette notion de conciergerie. Vous êtes là 3 jours. Ben, je m'appelle Damien, voici ma carte. Chaque personne, enfin nous on le fait beaucoup dans nos hôtels, chaque personne du staff a sa carte nominative. Bien sûr le numéro c'est une hotline qui arrive directement à l'accueil ou autre, mais en tout cas on fait le geste en disant je m'appelle Damien, je suis votre concierge, je suis votre butler, je suis votre homme de ménage, mais en tout cas si je peux vous aider, faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas. Et de ce fait l'info elle passe par l'accueil et elle remonte vers moi. Et ça devient intéressant. Et donc son rôle il est là-dessus. En plus là-dessus on va greffer du push. Alors là, c'est une photo, c'est un screen de Samsung, mais de Siemens, pardon. Mais lui, en fait, il va pouvoir dématérialiser la carte. Vous pouvez avoir une carte physique, bien sûr, de votre chambre, mais si vous voulez, vous pouvez l'avoir directement sur votre téléphone. Votre téléphone sert comme de paiement aujourd'hui, ça sert de clé. L'intérêt de ça, c'est qu'on peut générer une conciergerie aussi. Alors après, on n'aime pas être suivi. Enfin, pareil, il n'y a pas de valeur dans ce que je vous dis, mais c'est des démarches qui sont assez intéressantes. Où là on arrive même sur, on a du push informatif puisqu'on sait où vous êtes dans la ville et on pourrait amener, ici il y a le musée de Nana. Là, si vous tournez à gauche, vous prenez un petit chemin, il y a le lac, il y a une vue magnifique. Là, et d'un seul coup, on arrive vraiment sur une notion encore de conciergerie, mais d'accueil touristique très très spécifique et très pointu. Donc c'est là où, entre guillemets, l'intérêt d'être fliqué peut être quand même intéressant. En tout cas, ça a médité. Et puis, dans les gros faiseurs, il y a Apple. C'est un peu comme McDo et tout ça, on n'aime pas, mais néanmoins c'est assez fou. Apple, quasiment pas de porte, on est toujours sur la plupart du temps, hormis des problèmes architecturaux quand ils sont dans des bâtiments classés, mais on est quasiment tout le temps sur des bâtiments ouverts où il n'y a plus de porte, on est vraiment sur une porosité encore extérieure-intérieure. On a travaillé donc ces principes de porte toutes ouvertes là, qui deviennent vraiment que des failles. Et puis on a une écriture qui homogénéise l'ensemble des supports. C'est-à-dire que vous ayez un ordinateur spécifique à 3000 balles ou juste des écouteurs qui sont moins chers ou une housse, tout est au même niveau. Donc en fait, tout le monde se retrouve ou tiré vers le bas ou tiré vers le haut. Bizarrement, chez Apple, tout le monde se retrouve tiré vers le haut. C'est un peu comme chez Nespresso. Quand vous sortiez avant avec un sac Nespresso, vous sortiez de chez Chanel. C'est fier. Et là, en fait, quand on sort de chez Apple, c'est encore ça. Donc, ils ont tout mis au même niveau, mais en fait, pour que tout le monde se sente gratifié de l'expérience Apple. Et en fait, eux, ils se disent, tous les mois à peu près, ou tous les mois et demi, on va juste changer les tenues. Ce qui fait que la multiplicité du même t-shirt, donc ça aussi, c'est intéressant, la tenue, pour rassurer un client, pour se sentir possibilité d'aller choper le regard et dire j'aimerais une info, en fait on change juste sa couleur, mais le fait d'avoir tous la même couleur fait que d'un seul coup on a quand même un costume. Il peut être hyper simple, ça peut être un bandana pour les cheveux pour ceux qui font un kebab, ça peut être un t-shirt, ça peut être un super costard, ça peut être chez Oko, la chaîne Oko Hôtel, c'est des tabliers qu'ils ont designé eux-mêmes avec même des chaussures
qu'ils ont fait en partenariat d'ailleurs avec une marque qui s'appelle, je ne me rappelle plus, mais ils ont fait un partenariat avec une marque de basket et ils ont designé leur propre basket. Donc tout le staff a les mêmes baskets. Voilà. C'est des petites choses qui peuvent être assez intéressantes. Chez Apple, 17 minutes pour acheter moins de 2000 €, 24 minutes pour acheter plus de 2000 €. Donc ça, c'est intéressant quand même. Alors bien sûr, on dit les gens quand ils achètent un Mac, ils se sont un peu renseignés. Je suis d'accord. Par contre, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'ils rajoutent à peu près 30% du prix panier de l'ordi en accessoires. Et ça, je peux vous dire, personne n'a pensé à l'accessoire avant d'arriver à acheter son ordinateur, quasiment. Et là, c'est là où ils sont forts, c'est que quand vous arrivez, vous voyez la personne en bleu, vous allez le voir, vous dites, moi, j'ai une idée, j'aimerais acheter un ordinateur. Ok. Et là, en fait, le gars, il vous prend avec vous, épaule contre épaule, et il va commencer à vous poser des questions de base. Vous faites quel métier, pour quel est l'objectif de ça? Bah moi, je suis archi, je fais des 3D, j'ai pas mal de visuels. Et là, il nous emmène tout tranquillement vers la table où il y a plutôt les ordi dédiés à ça. Et là, il va commencer à spécifier justement la puissance, nanana, et il nous arrive sur... Quand on arrive devant la table, il a déjà défini. L'ordinateur qu'il vous faut, c'est ça. Il a ça, il répond à telle demande que vous venez de lister. Ok. Ben moi, j'y vais, hein. J'avais à peu près imaginé que ça allait coûter ça, peut-être un peu plus cher, mais bon, de toute façon, vous avez fait le diagnostic. J'ai besoin de ça. Et d'un seul coup, il fait quoi? Au lieu de partir aller chercher la bécane, il prend son téléphone, il retourne et il fait une précommande. Et il y a un runner, quelqu'un qui court. Son métier, c'est de courir, faire des allers-retours. Et il va au stock, il arrive avec la boîte, il ouvre la boîte devant vous. Je ne sais pas si tout à l'heure, il y avait des gens qui étaient avec Ludovic juste sur la présentation avant. Mais pour la petite histoire, il y a 11 designers chez Apple qui font que les cartons. C'est leur métier à vie. Ils font des packaging. Parce qu'en fait, le crissement de la boîte, il est travaillé. On n'ouvre pas facilement une boîte Apple. Tu fais l'effort, s'il te plaît. Et à partir de là, en fait, tout devient en fait vraiment marketing. Il l'ouvre devant vous, vous le touchez, vous le regardez. Et puis, bien sûr, et en même temps, comme vous attendiez le runner, il dit, est-ce que vous avez besoin d'une housse? Ça sera assez intéressant quand même d'avoir justement la petite stylet qui va avec le nouveau pad track, machin. Ah bah ouais, c'est vrai que ça serait super, parce que quand même, je dessine. Et là, et là, on fait la machine. Il est toujours épaule contre épaule, il vous a pas quitté. Faut bien occuper le temps. Et là, il fait un vrai tout-vente. Et c'est là-dessus où ils font de la marge, hein. Vraiment, vraiment. Et puis après, au bout de la démarche de chez Apple, c'est qu'en fait, là où il avait sa précommande sur son téléphone, vous le tournez son téléphone, c'est un TPE. Donc là, il prend votre carte, vous êtes toujours épaule contre épaule, au même niveau de la table, il a pris votre carte, vous avez payé 2700 € votre téléphone plus ces deux accessoires. 22 minutes, hein, on est toujours sur ces ratios-là. Et là, en fait, ce qui est fou, c'est qu'on pourrait dire, non mais le problème, c'est qu'il va aller chercher la facture. Eh ben non, parce qu'en fait, son petit boîtier, il a une puce RFID qui dit, je suis à côté de cette table-là. Ben en fait, il y a une fente et l'imprimante sait qu'il faut sortir ici. Il vous regarde, il sort la facture, il la met dans le sac, une petite tape sur l'épaule pour pas dire sur la fesse, et hop là, c'est parti. Et en fait, c'est ça qui devient assez dingue, c'est qu'en fait, l'expérience, elle est globale. On n'a même pas senti qu'on s'est fait démunir de 2700 €. On le fait avec le sourire et il pourrait mettre une petite tape sur les fesses. Donc, c'est hallucinant. Mais c'est là où ça devient intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi ça qui peut être, en tout cas, à méditer sur la façon d'accueillir, sur la façon de faire du lien. Et aujourd'hui, par exemple, dans l'hôtellerie très haut de gamme, mais plutôt contemporaine, le fait qu'il n'y ait plus de desk, c'est pas le sujet. Mais par contre, il y a des salons. Il y a des salons où on a un pouf accessoire, on se met en face, on a un iPad, on va pouvoir présenter, on donne notre carte et d'un seul coup, il se passe quelque chose. On ne devient pas copain, mais on devient une proximité. Et si en plus je peux appeler cette personne parce que j'ai eu un bon feeling avec Damien, le concierge, et que je rentre du restaurant un petit peu éméché, et je me dis, bon, peut-être que je prenne un taxi. Si je peux l'appeler et qu'il va me chercher un taxi, mon expérience devient encore plus globale. Et en fait, c'est ça qui devient pour moi le plus fort. Alors, c'est un peu loin de l'archi, bizarrement. Mais c'est juste pour dire, si on commence à comprendre ça, l'archi, le design global devient hyper efficient. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, c'est une machine, puisqu'en fait, on a toutes les bases de la réflexion et on fait nous que dérouler et accentuer des effets de matière, de texture, de température, bien sûr de son, d'imagerie, de senteur. Et là, on va en parler juste après. Donc le design global, justement, c'est ça. C'est, peut-être que j'allais un peu plus vite, je n'ai pas trop de temps de report du temps, mais le design global, c'est le design produit, c'est-à-dire vraiment l'objet, entre guillemets, mais c'est aussi le design numérique, c'est-à-dire qu'on parle d'architecture d'un site comme on parle d'architecture d'un site. C'est bizarre, ça. Ok, donc néanmoins, quand on fait un scrollage de site où on veut chercher de l'info et pendant 27 minutes, on fait dérouler une molette, pour moi, c'est pas une bonne architecture de site. Il y a des sites qui le faut, parce qu'on fait du push informatif, voilà, on a en haut ce qui est intéressant, et puis ça change souvent. Mais quand on est vraiment sur des objets où il faut chercher de l'info très précise, un menu board, c'est super, hein.
qu'est-ce que je fais, les produits, je choisis, tac, tac. Voilà. Et d'ailleurs, on en revient. Si vous regardez les sites marchands, pendant un petit moment, on devait dérouler des trucs, il y avait plein de pages, plein de pubs, c'est super chiant. Donc voilà, il faut faire attention à la cohérence entre un site architectural et un site graphique. Bien sûr, le design d'espace, qui est un peu différent du design produit, parce que là, on est à l'échelle plutôt du volume, alors que l'autre, on est à l'échelle de l'objet. Le packaging, bien sûr, hyper important, on en a un petit peu parlé. On va avoir le design olfactif, qui est aujourd'hui, l'impact du design olfactif est 7 fois plus pertinent, c'est-à-dire l'empreinte olfactive est 7 fois plus forte que l'empreinte visuelle. C'est-à-dire, si vous fermez les yeux, vous réfléchissez à comment était la cuisine de votre grand-mère, vous avez une image, mais en fait, elle est floue. Et si vraiment on compare à une photo, vous avez votre imaginaire qui a pris le dessus. En fait, le design olfactif, la senteur de la table en formica, ça, vous l'avez à vie. Et en plus, vous savez même où est-ce que vous l'avez senti. Et c'est ça qui est fou. Donc aujourd'hui, le design olfactif, ce n'est pas qu'un habillage de dire ça sent bon ou pas bon, c'est vraiment une vraie démarche, au même titre que l'architecture ou le design, de dire que ça se construit avec d'ailleurs les mêmes questionnaires et les mêmes valeurs que nous en tant qu'architectes. Pour qui, pourquoi, comment, en fait, c'est les mêmes fondamentaux pour le design olfactif. Et puis, bien sûr, le print, c'est-à-dire qu'il y a quand même rien de pire d'avoir fait tout ça et puis en fait se retrouver avec des trucs où la police n'est pas la même, où le truc est de travers, enfin voilà. Tous ces trucs qui sont pas quand même extraordinaires et qui sont importants à faire attention. Donc, l'immersion dans le message et service de souvenirs à venir, l'expérientiel design global. Je me rends compte que je fais des phrases un petit peu pompeuses comme ça. En fait, là, c'est vraiment de dire que tout ça, et en fait, c'est vraiment c'est un objet. Pour moi, c'est vraiment un blubli-bloga en fait de plein de valeurs qu'il faut travailler ensemble pour que ça devienne vraiment un effet, l'effet qui se coule, quoi, l'effet poum, on s'en prend plein la tronche. Ça, au pire, je pense que le truc est enregistré, donc vous pourrez le regarder, mais c'est un petit peu comment on construit entre guillemets les préambules d'une réflexion sur qui on est, en fait, pour qui, pourquoi, comment. Les valeurs, c'est-à-dire en fait quelles sont un peu les choses intrinsèques que l'on veut exprimer, qui on est en fait vraiment, et en fait ce que l'on fait à vivre. La notion contextuelle, c'est quand même cette notion où on ne peut pas produire un projet de Paris pour le mettre dans un lieu complètement en pleine pampa. Pourquoi pas d'ailleurs, ça pourrait être un endroit, mais en fait attention à ne pas aller prendre sur Pinterest ces images ou des concepts qu'on amène et qu'on greffe. Et là-dessus, en fait, il y a quand même une attention sur la zone de chalandise, sur le flux, j'arrive sur un trottoir, ça n'a rien de se payer une enseigne énorme alors que je vois que sur le côté. Enfin, des choses en fait qui sont vraiment, qui paraissent toutes bêtes, mais qui sont importantes à penser. Et puis bien sûr, les médiums, ça sera plutôt le résultat de l'accompagnant qui va vous aider, ou si vous le faites tout seul, c'est aussi justement de dire quelles sont les réponses à ces questionnements et les valeurs que je veux exprimer. Et ça, en fait, ça se fait très très bien tout seul. De ce fait, introduction sur l'hôtel, justement, où tu as travaillé, je crois. Je laisse venir juste pour expliquer un petit peu, justement, le travail. Voilà, après, c'est juste la flèche, si tu veux, pour... ouais, d'accord, ok. Bon, après, voilà, j'ai ouvert l'hôtel il y a maintenant 8 ans. 10 ans donc qu'on est sur ce projet-là d'hôtel avec mon associé Pascal Favredan, que probablement vous connaissez pour certains ici, qui était chef étoilé avec une étoile au guide Michelin, qui a arrêté son restaurant. Il y a toujours un restaurant mais avec un autre chef, et l'idée de départ, c'était de créer une hôtellerie de petite capacité, voilà, un genre d'auberge. Il y avait déjà des hôtels de petite taille, de 20-30 chambres, mais on souhaitait vraiment créer quelque chose de plus familial, avec un accueil plus personnalisé, que le client, quand il arrive, il voit les mêmes personnes du matin jusqu'au soir. Et donc voilà, on a créé cet espace, boulevard Foch, donc 12 chambres, dans un hôtel 19e. On a depuis cette année un autre hébergement qui est l'appartement. Bon, ça c'est une chambre, un type de chambre. Alors on a mis une décoration. Bon, là c'est peut-être une des chambres les plus marquées en termes de décoration, mais on a essayé d'avoir une décoration qui soit accessible à tous.
avec 2 maîtres mots qui sont l'élégance et la sobriété. Et voilà, on a bâti vraiment tout l'aspect décoration là-dessus. Et depuis septembre cette année, on a un nouvel hébergement qui est l'appartement aussi, où on a mis plus personnel avec de la décoration. Vous en parliez tout à l'heure, des équipiers, du staff qui apportait chacun un objet. Et bien cet appartement-là, on l'a fait un peu comme ça. J'ai apporté aussi beaucoup d'effets personnels, de façon à créer vraiment un hébergement où on soit comme chez soi, en fait, avec cuisine, salon, salle à manger, etc. et 2 chambres. Que dire de plus? C'est vrai que vous parliez tout à l'heure de l'absence ou de l'ouverture des comptoirs. C'est vrai qu'au 21 Foch, alors je ne sais pas si on a copié Nespresso ou si c'est Nespresso qui nous a copié, mais en tout cas on n'a plus de banque d'accueil, et quand le client arrive, on lui remet la clé comme ça aussi, comme Nespresso. Tout simplement pour éviter qu'il y ait une barrière en fait entre nous et le client, et inviter à la convivialité, et qu'il passe je veux dire un moment qui soit une expérience en fait, parce qu'on a aussi il y a pléthore d'hôtels. Il y a de l'hôtel budget, il y a de l'hôtel milieu de gamme, il y a de l'hôtel haut de gamme et palace. Et hormis l'hôtellerie budget, quand on se déplace, on a envie d'être mieux que chez soi, parce que le meilleur hôtel, c'est quand même celui qu'on a à la maison. Alors quand on bouge, eh bien, on a envie de découvrir, que ça soit une découverte, une expérience. Donc on a essayé de créer ça au sein de l'hôtel 21 Foch. Et puis je crois qu'il n'y a pas meilleure expérience que la spontanéité dans l'accueil et dans l'art de recevoir. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place au 21. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres sujets ou... Non, après c'était... l'idée, en tout cas, pour revenir à cette notion de comme à la maison, en fait, que tu disais, et puis de ramener l'humain là-dedans. Tout à l'heure, Ludo, qui était en présentation, parlait d'Airbnb. Alors moi, je le connais bien parce qu'on fait pas mal de conférences ensemble. Et en fait, sur Airbnb, aujourd'hui, la difficulté d'Airbnb, c'est qu'on rentre dans des maisons Ikea. C'est-à-dire que là où avant on cherchait de vivre chez quelqu'un, ou de vivre où il y avait même le petit mot qui disait si vous cherchez un super resto, allez chez Dédé parce que c'est un copain, enfin voilà, ce côté d'humain et de cette passation entre guillemets d'une vie territoriale, en fait chez Airbnb on l'a perdu parce qu'on a tous des verres Ikea partout dans le monde. Et donc c'est vraiment un des fléaux aujourd'hui, une complexité d'ailleurs de même Airbnb est en train de se poser des questions là-dessus. Et je trouve qu'en fait paradoxalement l'hôtel qui avant était très charté revient à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait on a envie de comprendre qui est le directeur, de partager un moment, et c'est là où en fait ces petites surfaces et ces petits volumes de chambres permettent d'humaniser, et en fait c'est ça le maître mot, je crois. Exactement, et puis je pense que même l'hôtellerie de chaîne est en train de copier un peu ce concept-là, avec Mama Shelter notamment, vous en parliez tout à l'heure peut-être. Il y avait aussi... parler des hôtels Oco, mais il y a aussi des hôtels à Saint-Ouen, j'ai oublié le nom, c'est... Mob Hotel. Le Mob Hotel, oui, voilà. Ouais, les anciens de Mama Shelter. Oui, c'est ça. Et on est effectivement un peu comme à la maison, avec plusieurs services, on peut dîner, on peut jouer de la guitare, on peut tout faire en fait. Ce sont des lieux de vie en fait qui sont ouverts sur le quartier, et l'hôtellerie doit être ça justement pour essayer de récupérer aussi ce que nous a piqué Airbnb, c'est-à-dire être à l'hôtel comme à la maison. Oui, exactement. Ouais, c'est très bien. Merci. Et justement, moi j'ai bossé sur l'initiale de Mama Shelter, donc j'ai eu cette chance-là pendant quelques années de monter le projet sur qu'est-ce que serait Mama Shelter, et en fait nous dans l'écriture c'était comme à la maison, et encore cette notion de verticalité et d'horizontalité. Les gens de la ville vont au restaurant et peuvent manger des jambons coquillettes à 11 €. Et à l'époque, alors ça a un peu muté parce que le plat haut, on pouvait à l'époque manger même du caviar. C'est-à-dire sur la même table, se dire qu'en fait si quelqu'un a envie de casser son PEL et l'autre en fait de dire on y va tout doucement, on vit quand même la même expérience. On revient aussi à cette notion d'Apple où la table met au même niveau des produits à 2700 € et des produits à 50. On est quand même là et on partage ce moment un peu qualifié, tout en étant à la cool. Donc c'est ça aussi. Pour la petite histoire quand même,
le staff de chez Mama Shelter, et ce sont que des gens qui ont fait des formations hôtelières pour la plupart du temps, service hyper pointu. Par contre, il y a une vraie démarche, tous tatoués, tous rock'n'roll, tous un peu underground. On peut prendre la commande en s'asseyant à table à côté des gens pour prendre la commande, on peut tutoyer, c'est pas le problème. Par contre, on fait bien son boulot. Et au final, c'est ça le maître mot, je crois, aujourd'hui, c'est de faire vivre une expérience vraiment qualifiée. D'un seul coup, le tutoiement devient cool. Si le mec, à chaque fois que vous allez prendre, sauter une nouvelle bouteille de vin, il a dit vous voulez une bouteille de vin ? Bah, super, quoi. Enfin, c'est ça que j'attends. Qu'après, que ce soit tatoué ou pas, je m'en fous, moi. Donc, ça aussi, c'est important, en fait, dans l'ensemble, et c'est cette notion de service. Et maintenant, on va parler de Cointreau. Alors, Damien, tu as parlé d'un élément effectivement qui est très, très important et qui est très porteur chez Cointreau, c'est le design olfactif. Et chez nous, j'ai envie de dire, il est intrinsèque, hein, parce qu'on a changé de bâtiment cette année 50 ans exactement, puisqu'on a quitté la place Molière en 1972 pour venir s'installer dans la zone industrielle. Mais les parfums restent les mêmes, et ça, c'est vraiment inhérent à la liqueur. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'on ne va pas se mentir quand même, en quittant la place Molière pour venir s'installer dans la zone industrielle, on a perdu quand même un peu en charme, en exotisme et en qualité certainement, mais bon voilà. Toujours est-il que nous avons composé avec cet élément et je pense qu'à partir de désormais, on arrive à faire vivre une véritable expérience aux visiteurs qui arrivent chez nous. Bon, une fois qu'il nous a trouvés, qu'il s'est installé dans la zone industrielle, comme on l'a dit, qui n'est pas très sexy, il franchit les portes. Il n'a pas le parfum direct. On s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on met des parfums de synthèse finalement dans cette boutique pour que dès qu'on arrive, on s'y sente pris. Puis on s'est dit on n'a pas le droit de faire ça. Finalement, on a un vrai parfum. On ne va pas aller le fabriquer. Cette expérience, elle se mérite. Elle va se vivre un petit peu plus tard. Donc on est dans ce bâtiment depuis 50 ans qui avait déjà été, d'un point de vue architectural, designé pour recevoir du public, ce qui était assez avant-gardiste. Si beaucoup d'entre vous ont déjà visité, la passerelle qui surplombe les ateliers d'embouteillage avait été déjà intégrée à l'architecture du bâtiment pour recevoir du public. Alors à l'époque, il n'y avait absolument aucune scénographie sur le site. On recevait le public qui regardait un petit peu comment les machines fonctionnaient, avec toujours ce point d'orgue qui est la salle des alambics. Et puis donc petit à petit, on a amené un peu, avec la puissance du marketing qui est venue appuyer un peu notre discours et qui est venu avec ses contraintes, mais aussi ses bonnes choses, parce que ça donne un cadre. Et bien, petit à petit, on a adapté le territoire de marque et d'expression de notre marque, de notre produit, à la scénographie, à notre lieu. Alors, ce qui est facile chez nous, c'est que déjà, on a un code couleur que j'ai respecté aujourd'hui à votre intention, avec une charte graphique qui est très forte, qui est à la fois très très contraignante, mais le gros avantage, quand vous devez briefer une agence sur vos attentes et vos besoins, pas trop sortir du cadre. C'est vrai que c'est en termes de créativité par rapport à ce que Thomas a pu vivre dans son hôtel où où la page était blanche. C'est clair que nous, on a un cadre qui l'est beaucoup moins. Quoi qu'il en soit, ça permet aussi d'exprimer au niveau international la marque de la même manière par rapport à tous les publics qu'on peut recevoir. Donc, on a, depuis 5 ans, refait un peu toutes les zones qui accueillent du public. Le dernier chantier, c'était vraiment la partie scénographie. Donc, tout le parti pris était de savoir où on mettait le curseur entre vraiment scénographier le lieu et garder aussi cette authenticité du lieu, puis qui est quand même un lieu de production, où on fabrique, où on travaille régulièrement, mais tout en donnant quand même à voir quelque chose qui va raconter une histoire. Et c'est vrai que c'est important. On demande un droit d'entrée quand même qui n'est pas négligeable au public qui vient. On se doit quand même de lui apporter une prestation à la hauteur. Donc en fait, tout le brief qui a été fait à l'agence qui a travaillé sur le lieu, c'était on veut que le public vive une expérience.
On a une contrainte qui est devenue une force. Cette contrainte, c'est qu'on ne peut pas laisser libre accès au public dans la distillerie, évidemment. Et donc, en fait, on a ce travail d'accompagnement quotidien. On n'est pas épaule contre épaule parce qu'on est 20 au maximum de 20 personnes dans le cadre. Mais en tous les cas, ce parcours, il est toujours retranscrit par l'intermédiaire d'un guide qui va raconter l'histoire et raconter le process d'élaboration, et non pas en appuyant sur des touches ou avec un audio guide qui donne à vivre une expérience différente. C'est un parti pris qu'on a chez nous, qui est né d'une contrainte, mais si on était levé de cette contrainte, de toute façon, ce choix restera réel. Donc en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails de la scénographie, mais là, on est, dans cet espace, on est chez les Cointreau. Donc on a essayé effectivement de garder le plus possible l'authenticité du lieu. Mais on s'est permis quand même des expressions quand même scénographiées qui permettent de plonger vraiment le visiteur dans cet univers. Donc là, c'est un espace qui permet de raconter un petit peu quel était l'apport de chaque génération dans la façon dont la marque s'est construite. Et donc la petite nouveauté qu'on avait intégrée, c'était de se dire, c'était un parti pris très fort aussi, c'était de démarrer tout de suite en racontant une histoire. Et donc en plongeant dans ce lieu, en fait, à l'entrée, juste avant de rentrer dans la salle des Alambics, on a une petite mise en scène avec des rideaux. Sur le papier, quand on nous l'a vendu, on se posait un peu la question de savoir comment ça marcherait, parce qu'on se disait, mais c'est un peu dissonant, on a juste derrière une expérience qui est forte, qui est réelle. Est-ce que finalement, de venir amener un petit peu de Disneyland là-dedans, c'est pas un peu dérangeant? Et en fait, on se rend compte, et Valérie qui est là avec moi, on fait les visites tous les jours, on se rend compte que finalement, le fait de raconter cette histoire et de casser tout de suite la première question que le public se pose, d'où viennent ces oranges? Comment se fait-il qu'on ait eu l'idée de fabriquer du Cointreau Angers alors qu'il n'y a pas d'orange? Voilà, on rentre directement par cette porte. Et puis donc, pour terminer, ce lieu qui est le bar de dégustation, par lequel on termine la visite, où là aussi, donc ça a été j'allais dire une prise de tête, mais au final, c'était un vrai bonheur de travailler sur la mise en place de ce bar qui a la forme d'un C, qui est rond, dans un carré, puisqu'on est au carré Cointreau, donc on a ce bar rond qui permet à hauteur vraiment très basse par rapport à un bar, où finalement on a décidé aussi, on s'est même posé la question de savoir si on n'allait pas le creuser un peu, on ne pouvait pas le faire, donc on l'a pas fait, mais l'idée c'était vraiment qu'on soit, qu'il y ait vraiment une médiation très directe avec les personnes qui sont autour de nous dans le bar, et en faisant en sorte aussi qu'il soit ouvert et que tout le monde puisse venir partager ce moment et fabriquer son propre cocktail avec tous les gens de l'équipe qui sont capables d'apporter cette expérience. Voilà, j'en ai terminé. Je ne serai pas plus longue parce que je pense que tu as encore 3 petites choses à raconter. Merci. Il y a un détail qui est assez intéressant sur le bar, juste ça, c'est qu'en fait, on a à hauteur de 90, alors je sais pas si c'est des gens qui... Hauteur de 90, hauteur de plan de travail de cuisine, 110 le bar, le mec qui boit des bières. On coupe voilà. Et après 75, une table, c'est ça. La réalité, c'est super bas. Et en fait, à 90, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on met tout le monde au même niveau. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, quand on est sur un tabouret pour un niveau de 90, une hausse à 65 de haut. Et en fait, si on regarde, on est quasiment au même niveau les yeux. Donc en fait, si vous avez quelqu'un debout, même sur un desk d'accueil d'office du tourisme ou d'un hôtel, et en fait, c'est la même chose qui se passe. On est vraiment en fait à même hauteur quand je suis comme ça. Et d'un seul coup, humainement, il se passe un truc qui est cool. Ouais. On n'est pas dominant, on n'est pas dominé, et là on est vraiment au même moment. Et puis surtout, on libère les mains. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est quasiment dans l'atelier, on pourrait dire, mais alors, comment tu prends ça? Et d'un seul coup, il y a le partage. Donc il n'y en a plus la barrière. C'est pour ça que c'est pas anodin quand même ce design. Et de ce fait, c'est très expressif, je pense, pour permettre de faire les choses. C'est un peu ce qu'on fait un teppanyaki ou les planches japonaises. En fait, on fait à manger avec lui, même si on touche pas un ingrédient, parce qu'on est tout au même niveau. Ça, c'est plutôt assez intéressant. Là, on parle même pas de matière, de coloration, d'anoblir avec un lustre qui est en verre soufflé. Voilà. Il y a plein de petites choses, mais tout ça, en fait, c'est presque l'affinage. Alors, pour certains, peut-être vous imaginez qu'on avait parlé que de ça, mais en fait, moi, la priorité, c'est plutôt ce qui se passe en amont pour... Ça devient presque facile, la partie esthétisante. C'est la partie visible de l'iceberg. Le plus important, c'est ce qui se passe sous l'eau, quoi. Ok, merci beaucoup. Bon, quelques réalisations en complément. Ça, c'est des choses qu'on a fait. Alors, je les ai mis pas pour encore la raconter, c'est juste parce que je maîtrise un peu plus pourquoi on l'a fait. Là, on est à Lyon, on est au Grand Réfectoire. C'est une brasserie, c'est l'ancienne brasserie
des sœurs dans l'hôtel Dieu, donc c'était l'énorme hôtel, énorme hôpital de Lyon, qui était le deuxième bâtiment monument historique depuis 50 ans après le Louvre en rénovation, donc c'est un énorme bébé. Et nous, on a fait une petite partie qui fait quand même 1700 mètres carrés, mais qui était la brasserie, donc la partie restauration, avec une très grande salle. Tout est intégralement classé monument historique, sol, mur, plafond, les boiseries, avec des classifications encore plus pointues. Et là-dedans, il faut faire du chauffage, de la clim, du désenfumage, de l'accès PMR, donc personnes à mobilité réduite, de travailler de la luminescence pour avoir des ambiances du soir qui soient feutrées, mais d'y voir quand même comme il faut, et sans avoir de l'air qui tape dans la nuque pour mes clients, sans taper sur les boiseries parce que ça peut les assécher et donc on a des problèmes, sans avoir une clim qui vibre dans le fauteuil parce qu'on ne peut pas s'accrocher au bois ni au sol, donc c'est les structures d'assises qui doivent faire ça, et donc tout ça demande un travail, mais toujours dans l'attention de faire du bien aux gens, c'est passer un bon moment, et surtout que le luxe, on ne se pose pas la question en fait. Si on passe une super soirée, qu'on est bien, on est tempéré, ni trop chaud, ni trop froid, que la musique est juste ce qu'il faut, que la lumière est juste ce qu'il faut, on ne se pose pas la question. Moi, on me remercie rarement d'un projet. On me dit souvent c'est beau, mais on ne me dit pas, non mais là, mais l'attention du brin d'air qui ne frôle pas la nuque, mais on sent qu'on est au chaud, personne ne me le dit, quoi. Mais en fait, c'est ça pour moi le luxe. Donc là, en fait, le travail, c'est simplement de dire que là où vous avez des panneaux, par exemple, avec des formes géométriques au haut, c'est pas anodin, c'est en lieu et place de tapisseries d'Aubusson, qui ont été déclassées parce qu'elles étaient trop abîmées et non réparables. On a pris exactement le même format, on a fait des panneaux qui sont acoustiques, on les a voulus avec un motif graphique mais assez léger et dans une tonalité assez sobre pour que l'œil reste à hauteur des boiseries, ce qu'on appelle des lambris, parce que ces lambris avaient un objectif de structurer à hauteur d'homme le bâtiment. Donc l'idée, c'est de ne pas chercher à tirer vers le haut visuellement, mais de garder une horizontalité. On a ramené ces patères, ces systèmes de structure métallique qui ramènent des luminaires. Le truc tout bête, c'est que par exemple, le abat-jour, c'est un tube en acier, mais il n'est pas soudé le tube. C'est-à-dire que pour que les abat-jours soient parfaitement droits, en fait, c'est juste le fil qui tient le tube. C'est un peu compliqué ça. Mais en tout cas, c'est dire qu'il faut faire attention à tous les détails et que pour avoir un alignement de lustre, il faut trouver la solution, et c'est pas si simple quand on ne peut pas s'accrocher au bois. Donc en fait, là, le principe, c'est vraiment la luminescence. On travaille des scénarios d'éclairage qui sont autogérés. Ça coûte pas grand-chose. Hein. Pour la petite histoire, vous avez une sonde extérieure, 56 € chez Lidl, je crois, qui sait en fait où est-ce que vous êtes situé en France, qui sait la saison et l'heure. Et en fait, elle sait que quand il commence à faire nuit à 21h, et en fait, on va mettre une ambiance de soir à partir de 19h30, 20h. Et en fait, le scénario va simplement modifier ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on imagine que c'est la personne au service ou le directeur qui va pouvoir gérer ça, c'est impossible. Là, en fait, on est en autonomie. Et on génère, en fait, 3 ambiances. Matin, midi, soir. Et même la sonde extérieure, elle a en plus un truc, c'est qu'elle sait même que s'il y a un nuage qui reste plus de 10 minutes et qui assombrit réellement la pièce, on va remonter la luminescence. Ça se fait tout seul. Et c'est comme ça, en fait, que parfois la technique, moi je suis pas un pro technique, mais ça devient vraiment intéressant parce qu'on met pas la main de l'homme au milieu, et ça c'est problématique. Le son, c'est la même chose. Aujourd'hui, avec 10 heures, vous pouvez régler, faire votre propre ambiance, matin, midi et soir, petit déjeuner de la chambre d'hôte, avoir une ambiance jazzy, venir par un classique l'après-midi pour le goûter, finir avec une musique électro-soft le soir, enfin je sais pas, n'importe quoi, et même le niveau sonore, c'est vraiment des applications qui se gèrent très facilement, et d'un seul coup, ça devient vraiment immersif. En tout cas, c'est des choses qui peuvent être intéressantes selon les lieux. Et là, en fait, voilà, on fait des déroulés, on a le même lustre d'ailleurs avec une autre finition qu'une verrine, là, mais c'est le même lustre. Et là, on a retravaillé la cuisine, par exemple, vraiment dans le lieu de la cuisine. Moi, j'aime bien raconter l'histoire, là où il y avait la cuisine, on fait la cuisine. Là où on mangeait, on mangeait. Souvent, d'ailleurs, ça a été bien pensé par nos pères, ça sert à rien de réinventer la poudre. Par contre, on a une technicité. Là, on doit envoyer presque 700 couverts sur un service. On a jusqu'à 2000 à 2400 couverts sur les 8 décembre, qui est le gros week-end à Lyon. Donc, c'est des vraies machines. Là, on a des plafonds aspirants. Enfin, voilà, on a des choses. Par contre, on a créé des tables qui sont immersives dans la cuisine. Et ça, en fait, on fait vraiment une expérience. On va pouvoir manger, prendre le temps. Et même les chefs peuvent venir nous expliquer les choses. Vous voyez la cuisine derrière, justement, il y a ce principe de privatisation des tables, avec des tables aussi à 90 sur ce coup, des tables mi-hauteur, comme ça on n'est pas non plus rabaissé par rapport aux serveurs qui pourraient passer à côté de nous, on est quasiment à même hauteur et on peut discuter avec eux. Les vitraux étaient classés, état d'art déco, c'est un classement qui est vraiment plutôt contemporain, mais il a été classé quand même, et ce motif-là, on l'a retravaillé pour faire sur des bouteilles, on ne les voit pas, mais sur des bouteilles, on a refait toutes les étiquettes
des bouteilles en fait, du grand réfectoire. Donc voilà, ce travail un petit peu justement d'éclairage avec des scénarios, des rétroéclairages. C'est la bouteille, mais on voit pas bien. Là, on voit un poinçon, c'est un marquage sur le plan en étain. On a une vraie matière aussi qui se patine, l'étain. Ça aussi, c'est un toucher qui est traditionnel. Et on fait le logo avec le grand réfectoire, le G, le R. Et d'ailleurs, c'est un soleil et une lune parce qu'on a aussi un bar de nuit. C'est le bar de nuit qui s'appelle l'Officine. Et là, on est sur un produit plutôt haussmannien, un éclairage très tamisé. On a une pyramide de bouteilles derrière. Là, on a un des plus grands bartenders, enfin un barman mixologue du monde, qui s'appelle Marc Bonneton. On a cette chance-là à Lyon. Et de ce fait, on a quand même la dernière bouteille en haut. Elle coûte 65 000 €. Pour la petite histoire. Mais il y a plein de bouteilles justement accessibles. L'idée, c'est de faire vivre une vraie expérience avec des cocktails qui sont entre 6 et 12 €. Mais par contre, on a quand même le meilleur mixologue au monde. Et l'idée, c'était de valoriser ça. Mais on a aussi des vitrines qu'on voit dans le fond, qui elles sont des bouteilles à vendre et qui sont en partenariat avec 2 grandes marques de whisky et de spiritueux. Donc l'idée, c'est qu'on fait un combo des deux. Bon, des détails de finition toujours sur cette envie. Là, bien sûr, traitement du son, traitement olfactif aussi, parce que le problème d'un bar à cocktail où ça danse un peu, où il y a du son, c'est qu'il y a une odeur pas très agréable en fin de soirée ou le lendemain matin. Donc en fait, on a des impulseurs olfactifs et on a des ionisateurs aussi, qui sont en fait des systèmes qui vont, on va dire, nettoyer un peu, ioniser l'air. Donc ça va améliorer, on va dire, les parties bactériologiques. Bien avant le Covid. Ça, c'est un hôtel qui est complètement autre chose, hôtel 4 étoiles, affilié Disney, on est à Céris, on a une machine là, c'est un gros bébé, 154 chambres, dont des chambres de 4, où vous faites le multiplicateur, vous avez 600 personnes, dont 2 tiers d'enfants là-dedans. Donc un vrai délire. Et là, en fait, on a travaillé avec un existant aussi, des choses qui sont, on voit bien cette notion de desk qui est ouvert. On a des armoires derrière, comme si on ouvrait en fait et qu'on mettait en open les desks qui pourraient être accessibles. On a cette table de milieu, on a des iPads, bien sûr, qui sont en lien avec la partie je peux acheter mes billets chez Disney, mais pas que. On a fait aussi, par exemple, des trucs tout bêtes. Vous faites des 3D de vos projets, on le passe en filaire, donc en trait, noir et blanc, et on a fait des papiers pour que les enfants puissent faire le coloriage. Donc en fait, c'est des petites choses comme ça. Quand on a fait les travaux, on était en site ouvert. Hein. Quand on a fait les travaux, on a fait faire des cartes avec les 3D, des cartes postales qu'on laissait sur le lit. Et en fait, avec la possibilité, si vous reveniez avec cette carte postale envoyée à un copain, si cette personne revenait avec, il avait 10% de remise. Ça a été un truc super ludique, ça a été parti dans le monde entier. Et on a même fait un mur où on avait tous les tampons du monde entier, des gens qui avaient envoyé à leurs copains pour qu'ils reviennent dans cet hôtel-là. Donc en fait, on peut utiliser même des problématiques de ce fait de site ouvert, donc on n'a pas 100% des fonctions, pour en faire une expérience. Donc là, on a créé des patterns aussi, vous allez voir, d'identité graphique. Un restaurant qui faisait, je ne me rappelle plus, 54 couverts midi, je crois, maintenant il en fait 250. Mais c'est pas nous, hein, c'est aussi une équipe, c'est un staff. Si on remet en question le chef, on remet en question qu'est-ce qu'on va faire à manger, parce qu'on dit qu'on a une nouvelle dynamique. C'est pour ça que c'est global et c'est vraiment un travail d'équipe. Mais après, le travail, c'est aussi de dire qu'on va avoir des espaces petit déjeuner. Vous voyez, il y a un grand panneau en bois au fond avec des tables d'hôtes. En fait, c'est aussi le matin, on ouvre le panneau en bois, on a un espace qui est dédié au petit-déj. Les tables d'hôtes, en fait, les sous-bains, on les enlève, on a les chefing dish pour voir les éléments chauffants. On a des prises qui sont dedans. En fait, on mutualise l'espace fonction service buffet pour en faire des tables à midi. Donc l'idée, c'est aussi, voilà, alors après c'est une idée parmi des milliards, mais on travaille les photos, vous voyez les niches qui sont rétroéclairées, on fait un shoot photo avec les produits qui sont faits sur place pour parler de tout ce qui est fait en produits, en matière, en produits bruts, mais aussi en façon de faire. Là, un esprit bar aussi. Vous avez même les affiches qui sont faites sur mesure. On ne voit pas bien, mais il y a le logo du restaurant qui est sur le van, qui est dessiné. Donc on va jusqu'au bout. On a même un petit Mickey qui dessine la pattern que vous allez voir dans le papier peint. On a demandé à Disney d'avoir l'autorisation d'utiliser Mickey, qui était en train de dessiner le papier peint. Et c'est ce qui fait que d'un seul coup, en fait, tout devient cohérent. Moi, ce que j'aime à le dire, c'est qu'on n'a pas tous le même niveau de lecture du détail. Mais en fait, quand d'un seul coup, on découvre un petit détail et qui est juste coincé dans un coin, ça devient un peu notre petit secret. C'est peut-être ce côté enfant que j'ai qui me plaît dans les projets, quoi. Donc, vous voyez, toutes les identités, les photos, le choix, bien sûr, les ambiances lumineuses, les températures. Et vous voyez, cette pattern, ce motif derrière. Alors là, on est sur une chambre qui doit prendre des chocs d'enfant. Hein. Donc, on n'est pas dans de la déco pure, on est dans un truc qui doit être viable, joli, fonctionnel. Chaque étage a sa couleur. Ce motif derrière, c'est la pattern dont je vous disais qui va être récurrente sur pas mal de supports.
Pour la petite histoire, on a quand même des scénarios d'éclairage en bas, l'interrupteur, où on a une ambiance plein feu, une ambiance lecture, une ambiance même repas pour certaines suites. Et en fait, là-dessus, on a un détecteur de présence. Le détecteur de présence, en fait, même si on n'a pas la carte, il sait s'il y a quelqu'un dedans. Et pour la petite histoire, on gagne 250 000 € d'énergie parce qu'on fait juste par an, hein, parce qu'on modifie juste de 2 degrés quand il n'y a personne dans la chambre, la climatisation. Le système a coûté 500 000, vous calculez, il est amorti en 2 ans. Donc il y a aussi la technologie peut apporter des choses écologiques et financières, hein, c'est pas contradictoire. Et là on retrouve la pattern dont on parlait, ouais, dans le logo, mais on le retrouve aussi sur le nœud papillon ou sur l'intérieur des gilets au service. En fonction en fait de chaque métier, on a pu retrouver ça et justement éditer des patterns spécifiques sur le support. Là c'est un autre hôtel qui est Villa Nicolo, c'est vraiment un hôtel dans le 16e, une maison de famille, 21 chambres, petit hôtel de charme. Il est nommé 3 étoiles, mais c'est un hors classe, c'est-à-dire que vraiment, ils ne communiquent pas du tout sur les étoiles. Eux, c'est vraiment le bouche à oreille qui fait le job. Et là, on a retravaillé une maison de famille avec tout ce côté petit salon. On en parlait un petit peu sur le 21 Foch, dans un autre traitement. On a créé un motif qui est le logo, qui est retravaillé en papier peint, comme si c'était là avant. Le bar qui devient aussi le desk d'accueil. On est vraiment sur les codes de passer un moment. On a travaillé aussi, vous allez voir, sur la possibilité de faire des pique-niques qu'on fait livrer aux clients pour qu'ils puissent se balader dans Paris avec le pique-nique. Un verre qui est offert à 18h au bar, un verre de vin, pour en fait faire vivre un moment où on partage de la convivialité. Donc on est vraiment sur ce travail. Il y a des choses qu'on a récupérées de l'hôtel et des choses qu'on a rajoutées. Donc en fait le kitsch se mélange avec le kitsch. Donc il y a un vrai travail tout bête, mais la salière et la poivrière du petit chien, on allait le chiner pour justement aller dans cet esprit quasiment de maison anglaise, parce que c'était une anglaise qui avait ça. Donc on est allé au bout du bout pour faire vivre une expérience spécifique. Les têtes de livre nées d'Inde, elles avaient été très abîmées et très colorées, mais très abîmées. En fait, on les a gardées, on les a simplement peints dans des colorations contemporaines. On a fait une boîte, sol mur, ouais, et non, mur plafond, excusez-moi. Et après, on a modifié des rideaux, des courtes pointes, un côté très très classique. Bien sûr, les identités graphiques, je vous disais, chaque personne du staff a sa carte. Chaque personne du staff a ses badges pour savoir sa spécificité. Mais on peut être aussi homme de ménage et parler très bien espagnol. Et bien en fait, d'un seul coup, c'est super d'avoir quelqu'un qui parle très bien espagnol, si moi je ne sais pas parler espagnol. Et en fait, d'un seul coup, ça met en valeur en fait leur savoir-faire, leur spécificité. Et en plus, ces personnes-là, et ben en fait, on les met en valeur sur d'autres supports. Puisqu'en fait, bon là, c'est les tampons. Alors moi, je suis un fan du tampon qui fait tatac, j'aime ce bruit. Donc je trouve assez cool, comme mettre un sticker sur une enveloppe, je trouve ça beau, comme la cire sur un marqueur, quoi, je trouve ça beau. C'est mes trucs un peu old school. Mais par exemple, là, ici, on a travaillé un livret ou cette carte. Tous les points rouges, en fait, ce sont les spécificités de chaque personne du staff, de ce qu'ils aiment dans le quartier ou dans Paris. Et ça va, en fait, justement, du meilleur kebab pour telle personne, en passant par le musée adoré ou le cinéma à l'ancienne où on est vraiment dans un truc feutré. Et chacun, en fait, on est allé chercher leur... et donc, on les met en avant à l'arrière, on les voit, et c'est ces personnes qu'on croise dans les couloirs. Donc c'est ça qui devient vraiment hyper sympa. Et puis on a ces petits bags justement pour le pique-nique. On a retravaillé un petit peu vraiment une expérience globale de conseiller. On parlait du butler, du concierge, c'est la même chose. Et tout le monde devient un peu concierge. C'est ça qui est intéressant. Là on est sur un restaurant étoilé, Miraflores, c'est un ceviche aussi, donc c'est une brasserie qui fait étoilé. Donc là on a pas mal d'attention sur les matières, les textures, la lumière. Mais d'abord, on commence par une ambiance qui doit raconter l'histoire. C'est un chef péruvien, pas franco-péruvien. Péruvien, c'est le seul aujourd'hui étoilé Michelin péruvien. Donc on est vraiment sur une expérience du voyage. Et on a travaillé avec lui sur quelles étaient les valeurs. Il nous a raconté sa vie, en fait. Et donc, les matières, les textures, on a en fait une représentation un peu je viens de perdre des filets de pêche. Parce qu'au Pérou, il y a quand même une grosse surface qui est au bord de l'eau, on est d'accord, qui séchait, en fait, il avait ces souvenirs-là, donc on a travaillé ça au plafond. On a travaillé derrière, au fond, une dentelle de terre cuite, qui est de la brique, qui est écartée du mur. Il y a un rétroéclairage, pour la petite histoire, ça coûte 2000 €, ça. Mais aujourd'hui, ça passe dans beaucoup de presse spécialisée, et c'est ça qui est pris en photo. C'est-à-dire, pour 2000 €, c'est l'effet waouh du truc. Bon, c'est toujours 2000 €, mais ça, parfois, ça reste que de la brique. On peut même le faire soi-même. Et puis, en fait, justement, il y a ce show cooking où là, le chef est mis en avant. Pour la petite histoire aussi, il sort de son show cooking, et c'est pas lui qui sort, c'est ses commis qui viennent toujours avec le serveur expliquer chaque ingrédient qu'il y a dedans et le geste et pourquoi le chef a fait ça. C'est pas le chef qui le fait. Ça aussi, je trouve que c'est des valeurs qui sont assez intéressantes.
Donc voilà, après c'est de la déco entre guillemets, mais l'éclairage par exemple, vous voyez, vous avez à chaque fois 2 spots côte à côte. Bah, dans le scénario d'éclairage, on est allé au bout de la démarche de ces plats, et chaque plat qui envoie en fait va générer une ambiance au-dessus de la table. Et on arrive à la fin, en fait vous avez 2 spots parce que vous avez un qui a un faisceau qui est large, qui fait de 45 degrés jusqu'à 20 degrés, et l'autre spot qui fait de 20 jusqu'à 3 degrés. Et en fonction, on finit à la fin avec un faisceau qui au milieu de la table fait que 18 cm de diamètre, et en fait quand ils amènent le plat, la lumière arrive et sacralise les dernières bouchées. Ben en fait, on est juste là on est exhausteur entre guillemets ou de goût. Ben en fait, c'est ça notre job quoi. Lui, il fait le boulot. Nous, on doit juste en fait sublimer, essayer. S'il est pas bon, on n'est pas bon. Hein. Mais s'il est bon, faut qu'on soit bon. C'est ça le problème. Mais en tout cas, c'est là-dessus qu'on travaille. Alors ça vous paraît un petit peu too much, peut-être. Mais en tout cas, là, dans cette démarche-là, ça devient vraiment un élément important. Donc quand on est plus light, en fait, c'est simplement se dire que j'ai une ambiance où j'ai mes 3 lampes posées au sol, et en fait, j'ai juste un interrupteur qui éclaire tout, et j'évite d'oublier cette lampe-là. C'est déjà une première victoire. Voilà, donc il faut en fait être attentif à ça. Et ça, c'est la partie, on va dire, brasserie, beaucoup plus accessible. Et là, on a travaillé sur un Pérou plus urbain, avec une tôle ondulée. Au lieu d'avoir un habillage sous le bar qui est en cuir dans la version traditionnelle, on est allé récupérer des tôles ondulées, on les a fait laquer. Et en fait, on travaille les codes du cannelé, genre un petit peu haut de gamme, parce qu'il y a quand même ici un barman qui fait que des cocktails du Pérou, mais en fait avec un truc qui coûte rien et qui est en fait brutaliste même. Et là, la fresque qu'on a fait, en fait, c'est l'ensemble des femmes de sa famille, avec son arrière-grand-mère, sa tante qui l'a élevée, et en fait, on a redessiné à base de photos, et on a fait faire une fresque en impression là sur ce coup. On peut aussi utiliser le papier peint pour faire des fresques ou des patterns, et ça personnalise aussi un lieu. Alors nous, c'est un vrai job, hein, c'est du temps, mais par contre, d'un seul coup, il y a une vraie victoire quand ça marche, quoi. Et voilà. Là, c'est une agence immobilière, rien à voir, très très haut de gamme. Et là, en fait, c'est juste de dire qu'avec une architecture et des choses en fait qui sont présentes, hein, on ne va pas le nier, on peut amener quelque chose de plus contemporain, un peu plus sec, un peu plus radical, presque aseptisé. Alors après, on aime, on n'aime pas, mais ça ressemble entre guillemets à la clientèle qu'ils attendaient. Donc on est allé là-dedans en essayant quand même de tempérer par l'éclairage et le balisage. Donc là, c'est du dessin pour le dessin. C'est des escaliers qui coûtent cher, mais c'est ce qui les clients attendent. Là, je vous ai montré ça, c'est qu'en fait, c'est un chalet qu'on a fait, mais c'est un chalet qui est dans un parc, on a fait 14 maisons pour ce client, et en fait, ça rentre dans un parc para-hôtelier. Donc là, on est vraiment au bout de la démarche du luxe et de l'expérience hôtelière, puisque on va louer des maisons. C'est des maisons qui se louent à peu près 100 000 € la semaine. Donc, ouais, c'est fou, mais dites-vous qu'il y en a quand même beaucoup en France. C'est ça qui est dingue aussi. Et non, l'objectif, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en fait, c'est des clients qui pourraient se payer à peu près tous les hôtels du monde. Paradoxalement, en fait, ils ont envie de revenir dans une maison à eux. Mais en même temps, ils ont envie de service hôtelier. Parce que c'est les vacances et qu'ils aiment bien le restaurant, mais aller tout le temps au restaurant, c'est chiant. Donc en fait, ils vont louer des maisons comme ça, et nous, en fait, on va greffer des vrais services par hôtelier. La première chose, c'est l'accueil. Donc quand ils arrivent, le jour où ils arrivent, on a un butler ou un concierge qui est là, et on a mis un process en fait sur l'ensemble des maisons du parc, donc il y en a un peu de partout dans le monde, d'accueil. Le concierge est là, il y a toujours au moins des pâtisseries de la localité et des fruits locaux, quand on peut avoir des fruits. Ça, c'est une récurrence. On a des projets à Darla, on a des projets aux Seychelles, on a des projets là à Combloux, à côté de Megève, on est sur le lac Léman, on en a en Suisse, on en a en Angleterre, donc on a des spécificités locales. Mais en tout cas, on accueille avec ça sur la table. Et là, en fait, il va juste faire un premier tour pour expliquer comment la maison fonctionne. Et on se met en arrêt, on dit, et maintenant, on peut prendre rendez-vous à votre demande, quand vous voulez, pour organiser vos vacances. Ça, c'est la première chose. De ce fait, après, on va commencer à dérouler vraiment ce travail de fond de comment vous voulez faire une expérience. Est-ce que vous voulez travailler avec un chef qui vienne? Enfin voilà, on va pouvoir travailler ça à l'instant T. Bien sûr, en amont, on a envoyé un courrier, 1 mois et demi à peu près avant, avec la senteur du parfum qu'on retrouve dans chaque lieu. Chaque lieu a son odeur. Donc dès le premier courrier que vous avez, ce premier courrier il va vous sensibiliser à qu'est-ce que vous voulez sur les allergies, quelles sont les options que vous voulez prendre, quels seraient vos rêves et vos desiderata dans ce secteur. Donc on propose des choses. Et voilà, et on va commencer à compter par l'odeur une histoire, les services qui sont dedans, on est accueilli,
Donc on parle des petits fruits et légumes, entre guillemets, pâtisseries, excusez-moi, fruits et pâtisseries. Puis après, on va créer en fait toute la semaine. Et c'est là où je vous expliquais sur le lac Léman, on a la possibilité d'aller à 5h du matin sur le ponton. Le pêcheur vient nous chercher. On va faire une matinée pêche et on revient à 11h, 11h30. On donne les poissons, il y a le chef qui est là et vous faites en plus un atelier show cooking avec lui pour manger votre pêche. En fait, même si vous êtes multimillionnaire ou autre, faire ça, c'est quasiment impossible si vous n'avez pas le réseau. Et c'est là où en fait, je trouve le métier du tourisme est dingue, c'est qu'en fait, on a la possibilité d'agrémenter autour de nous un réseau de savoir-faire, de territoire, de personnes, et ça devient extraordinaire l'expérience. Enfin, moi j'ai un frère, pour la petite histoire, je fais une aparté, j'ai un frère qui est pilote chez Air France, et ils ont quand même 3 personnes chez Air France qui fait des guides en interne. Guide de voyage, c'est-à-dire toute équipe qui revient dit tiens, j'ai trouvé un super restaurant à Lisbonne, enregistre-le. Ce qui fait que l'équipe qui vient après à Lisbonne, dans c'est un petit guide, hein, et en fait ils disent tiens, il y a Dédé que je connais pas d'ailleurs, mais il a dit que c'était super, on va aller voir. Moi quand je vais en voyage partout dans le monde, je l'appelle, je dis tu peux m'envoyer le guide de Rio, et puis en fait j'arrive, et puis en fait je sais qu'il y a un gars qui fait une croisière sur un bateau au Yacht Club de Rio, ça coûte à peu près 14 €, et en fait vous allez faire l'après-midi dans la baie de Rio sur un voilier, et voilà. Donc si on n'a pas ça, on ne peut pas le vivre. Donc c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de réseau. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ces lieux-là, en fait, vont travailler sur cette notion de réseau, d'expérience. La bougie, pour la petite histoire, on disait de la senteur. Bien sûr, le lieu a cette senteur-là. Mais il y a aussi un truc, c'est qu'à la fin, on offre une petite bougie, 6 €, hein, et les gens repartent avec un bout de vacances. Et ça, en fait, on parlait de design olfactif. Quand vous rentrez chez vous et que vous avez la bougie qui sent les vacances, c'est un peu comme le moneuil, vous voyez. On a tous, quand ça sent le moneuil, on dit « Ah, ça sent un peu l'été, ça ». Voilà, ça fait quand même du bien. Et là, bien sûr, après, c'est les traitements architecturaux, mais on va dire qu'on va travailler la broderie, le détail. Bon, ça, j'en passe, c'est pas trop le sujet, mais travailler, bien sûr, les scénarios, l'éclairage, les services. Mais en fait, les identités aussi visuelles, où comme on a un parc qui se développe, en fait, c'est autochtone, hein, c'est le nom du parc par hôtelier, c'est pas anodin, hein. Et puis après, on a le site toujours. On va même avoir les adresses GPS qui sont notifiées dessus, parce qu'on peut directement aller voir où est le lieu et où est-ce qu'il est situé. Voilà, les papiers sous main, les choses comme ça. Et puis à contrario, on fait aussi des projets pour 80 000 € pour 280 mètres carrés. Même pas 80 000, 60 000. Et en fait, c'est du système D, mais se dire qu'on a la même intention. C'est pas une question que d'argent, c'est vraiment en fait l'envie de faire les choses bien. Et là, on a un bar qui est fait en médium avec des planches de chez Leroy Merlin qui sont juste vernies 7 fois pour éviter que ça s'abîme au bout de 10 ans. On a une banquette qui est faite, vous voyez, sur la gauche, qui est faite en bois, vraiment assemblée cet effet par le client. La seule chose, c'est par exemple les chaises, c'est pour ceux qui aiment le design, c'est une chaise Gooby, c'est une marque de designer. Ce qui fait qu'en fait, ça amène juste un curseur qui requalifie un petit peu le côté un petit peu plus haut de gamme, entre guillemets, avec quelque chose qui est complètement brutaliste et même do it yourself. Et c'est là où en fait c'est intéressant de jouer avec ces curseurs. Par contre, une attention forte sur l'éclairage, puisqu'on est dans un lieu hybride où on fait des expos photos, il y a même un labo de développement, c'est une partie bar, c'est une partie où il y a de la galerie, bien sûr, avec de la galerie qui est permanente à certains endroits et qui va changer tous les mois et demi. Et donc on a fait des panneaux sur cette pierre pour pouvoir changer, et là en fait tous les mois et demi, ce panneau qui est blanc aujourd'hui, il y a parfois du papier peint, il y a parfois de la peinture, donc c'est un investissement mais qui est propre à chaque artiste, et ils impliquent l'artiste dans la scénographie, et ça permet d'avoir quelque chose qui devient très fort. Et en plus de la rue, ça fait quelque chose où le lieu change, il mute en fonction vraiment de l'artiste qui est là. Donc d'un seul coup, il y a aussi cette interface qui devient assez intéressante avec cette porosité de la rue. Piano, comme la SNCF, pas petite histoire, un seul piano à peu près par an qui est abîmé, et rarement à cause de quelqu'un, c'est plutôt par la partie entretien. Moi quand j'ai vu les pianos la première fois il y a 10 ans, j'ai fait ils sont fous. Aujourd'hui c'est devenu un truc tellement agréable et cool dans les gares qu'ils vont le garder, et c'est vraiment une bonne chose. Et alors pour finir, je sais pas si je suis dans le temps, mais c'était juste pour vous parler un petit peu de l'Office de tourisme de Lyon. Alors ça, j'ai travaillé et je suis rentré dans votre un peu univers du tourisme par ce biais-là. Ils ont fait appel à nous il y a quelques années pour refaire l'Office de tourisme, donc qui est place Bellecour, donc qui est la grande place de centre-ville de Lyon, une place où
où il n'y a pas grand-chose, c'est énorme, il n'y a pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup d'événements. Et on a 2 pavillons, un pavillon qui est dédié à l'administration, qui s'appelle le Rectangle, qu'on a fini aussi, mais là, il y a peu de temps, qui est la partie administrative, et l'Office du tourisme, qui est le pavillon d'accueil qu'on a refait il y a quelques années, avec un vrai cahier des charges et un travail justement assez intéressant sur une globalité. Puisqu'en fait, ils étaient en train de travailler sur une marque territoriale qui s'appelle Only Lyon, avec des identités, enfin des valeurs qui étaient en train de surgir pendant qu'on était en train de travailler sur ce projet. Le rôle du pavillon, c'est à peu près 400 000 visiteurs par an, hein, donc c'est quand même un lieu qui reçoit un petit peu de monde, avec quand même une jauge sur 3 jours à plus de 35 000. Puisque sur le 8 décembre, ils ont battu des records à 42 000 personnes sur 3 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du flux. Donc d'un seul coup, c'est un lieu qui a des moments où vous avez 3 personnes qui se baladent, et puis à un moment où en fait vous avez une queue de 120 mètres, et comment on gère la queue, comment on gère l'accueil, comment on gère l'information, et en essayant de la qualifier. Alors forcément, c'est une spécificité locale. Ce que je vous dis là, c'est vraiment pour qui, pourquoi, comment. On est vraiment sur une réponse qui est à Lyon, dans ce contexte, pour ces clients-là. Voilà, il n'y a pas du tout de formule magique, heureusement d'ailleurs. Et après, on avait en même temps qu'il y avait cette dynamique de vouloir refaire le pavillon, une envie aussi de dire que l'ensemble des adhérents pourrait être ramené sur une sorte de livret, de livre qui pourrait être ce qui s'appelle le collector, une sorte de bible des adhérents en fait par thème, pour les mettre en avant plutôt que d'avoir des multiplicités de flyers. Donc c'est des choses qu'on a vraiment travaillé pour justement faire un parti pris assez fort. Avant de vous montrer les images, on a aussi travaillé sur une méthodologie qui me semble par contre assez intéressante. C'est de dire que, bien sûr qu'on a la direction qui nous a briefé au début d'une approche, d'une envie de muter avec ces problématiques de flux, d'espace, de comment me donner de l'info, quel était leur métier. Et après, on a travaillé un workshop, un montage de questions initial avec un brief. Et d'abord, on a mis 15 directeurs à peu près d'offices différents, avec des tailles différentes et même des spécificités, parce qu'il y avait des directeurs de Montréal, il y avait Saint-Étienne, notre concurrent. En fait, justement, l'idée, c'est d'avoir plein de regards différents et sur comment on pouvait, une façon d'accueillir, et avec leurs spécificités, c'est-à-dire des petites jauges, des grandes jauges, du flux, de l'information, du culturel, pour certains même du cultuel. Voilà, donc de comprendre en fait les métiers de chacun pour en fait nous en sortir une sorte de substantifique moelle. De là en fait on a travaillé justement sur ce questionnaire, sur des préparations de briefs qu'on a envoyées aux équipes. Donc l'ensemble des équipes administratives, accueil, pour justement leur dire quelle était votre vision de votre métier, de la façon d'accueillir, de la façon de faire du service, mais aussi comment vous consommez quand vous êtes touriste. Et c'est marrant parce que les réponses ne sont pas les mêmes d'ailleurs. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est vraiment de préparer un questionnaire sur une sorte le plus objectif possible. Et le fait de mettre tout le monde comme ça dans ce jeu de questions, qui est anonyme, hein, l'objectif c'est pas de mettre des coups de serpette après, mais le fait de récupérer en fait ces documents et d'en faire une synthèse et de leur refaire une lecture permet de comprendre aussi que quand on fait de l'accueil, on a tous des façons d'accueillir, de confort ou d'inconfort d'accueil. De la posture, de la proximité avec un client, justement de cette sensation d'être adossé à un mur et ça me plaît, ou au contraire d'être hyper à l'aise, d'être au milieu de tout le monde et de pouvoir discuter. Et le fait d'entendre l'autre, il dit t'aimes ça toi, d'accord, ouais, c'est bizarre. D'un seul coup, ça désacralise aussi, et puis en fait, on comprend peut-être qu'on peut ouvrir un peu les chakras. C'est un peu aussi l'objectif. Et la conception initiale, nous on a commencé justement à travailler avec les briefs de la direction, avec ce retour justement de ce questionnaire, et on a travaillé après en workshop pur et dur, c'est-à-dire qu'on a invité ceux qui voulaient participer de cette même équipe à travailler sur une page blanche, en restituant justement ce questionnaire, le brief de la direction et ce questionnaire, pour commencer à dire quels seraient les mots-clés, quelles seraient les bulles de fonctionnement, quelles seraient peut-être des postures. Alors c'est pas une réponse, on ne demande pas un plan, hein, mais en fait on accompagne. Donc là moi j'ai un collab par groupe entre guillemets, et on va accompagner la démarche pour leur montrer que notre métier c'est une équation où il y a peut-être 100, 200, 300 inconnus. Mais l'objectif c'est de répondre au maximum à ces 300 inconnus. Et que c'est pas si simple, et qu'il y a des moments où on sera obligé parfois de heurter un peu, mais c'est toujours dans l'envie de faire les choses bien. Et ça, clairement, en fait, hein, le résultat à la fin, c'est qu'on n'a aucun retour, au bout de maintenant 7 ans, je crois, on n'a aucun retour ex-CSE, ex-CHSCT sur les postures, sur le fonctionnement.
Ça veut dire que je pense que tout le monde a été impliqué dans la démarche et a compris aussi qu'il y a des réponses qui ne sont pas à 100% valables pour tout le monde. Et donc à partir de là, en fait, le fait de travailler ce workshop, bien sûr qu'on a sorti un projet. Après, en fait, dans le excusez-moi, dans le faisage de projet, on a aussi fait du prototypage, particulièrement sur la posture d'accueil, avec des desks à mi-hauteur, à 90 de haut, mais justement sur la profondeur, la distance physique, comment j'ouvre ma carte, comment je peux tourner mon ordinateur pour que les clients puissent regarder qu'on ait saisi les numéros de carte bleue. Toutes ces petites choses-là, en fait, où nous, on ne peut pas l'inventer, quoi. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire des allers-retours ensemble. Le parti pris de ce lieu, c'est de dire qu'on est à Lyon, ville du cinéma, normalement. Et donc on a travaillé sur quelque chose qui était complètement en décalage, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur l'attente. On a dit qu'il fallait potentiellement faire des espaces d'attente plutôt que de chercher à faire du flux de la vitesse, et qu'il fallait qu'on fasse vivre de l'attente agréable, informative, tempérée, dans une ambiance cool, tout en ayant de l'expertise après quand on passe au guichet, une expertise vraiment apportée. Donc là, c'est des experts touristiques à Lyon. C'est comme ça en fait qu'on les nomme. C'est vraiment l'objectif de construire quelque chose. Mais en amont, on a fait aussi des agents volants. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 20-25% de gens qui rentraient dans le lieu pour simplement savoir où était la rue de l'Arrêt, où était la Saône, où était le Rhône, est-ce qu'on pouvait avoir une carte. Et en fait, ces personnes-là qui engorgeaient le flux, eux, ils vivaient une frustration parce qu'ils attendaient pour 1 minute, ils attendaient un quart d'heure. Visuellement, ça faisait une queue de dingue, alors qu'en fait, il n'y avait pas d'intérêt de faire la queue. Et il suffisait d'avoir un agent volant avec des cartes sur le côté et à peu près qui sache où est Lyon pour pouvoir donner l'information. Et ça, en fait, ça désengorge énormément. Et ce rôle-là, en fait, va même nous amener à ces deux choses qui ne sont pas les choses les plus belles qu'on ait faites, mais qui ont un intérêt dans ce lieu-là hyper fort. C'est en fait tout simplement des petites bornes où vous avez le choix de langue ou les questions de base. Ce qui fait qu'en fait, d'un seul coup, quand vous êtes japonais et que vous avez le drapeau japonais qui est notifié, ça veut dire qu'il y a une des personnes à l'accueil qui est loguée, donc qui a été branchée, qui a dit « je suis là » et qui a appuyé sur « entrée » avec son code passe sur l'ordinateur. On sait que cette personne parle en japonais, le logo au Japon arrive. Ça amène une prestation de service, et lui, il va pouvoir se mettre en attente, et on va juste avoir à un moment une annonce qui dit « guichet 4, numéro 22 ». Donc on a un peu la boucherie, c'est le point négatif, et on ne peut pas aller contre ça, parce qu'il faut imaginer que vous avez 400 000 personnes annuelles, avec des niveaux de langage, avec des niveaux d'information, des questionnements. Donc, désengorger en amont avec des choses toutes bêtes, donner en fait directement une sorte de codage comme à la boucherie, mais par contre avec de la valorisation du langage ou de questions type. Et à partir de là, en fait, on se met sur les estrades, d'accord, pour pouvoir passer un temps comme au cinéma de découverte et de ce fait désengorger aussi le flux extérieur. Sur ces excusez-moi, sur ces estrades, à droite et à gauche, vous avez un sas noir là. Le sas noir, en fait, il sert simplement à ne pas avoir de l'air froid. C'est-à-dire que si on attend, il faut qu'on soit dans les bonnes conditions. C'est tout bête, hein. Sinon, c'est désagréable. Donc, en fait, on fait le sas, on passe à droite, on a mis aux bornes ici. Et à partir de là, je prends à droite, à gauche, je vais m'asseoir. Et quand je m'assois face à cet écran, qui est un écran géant, qui est un peu incurvé, et qui, en fait, il y a une première fenêtre sur la ville. Cet écran-là, en fait, en plus, il est subdivisable. On peut avoir, bien sûr, de la vidéo permanente. On peut avoir du teasing sur du culturel, sur des événements spécifiques. On peut même avoir de la publicité, alors qui est toujours maîtrisée, avec des envies, bien sûr, de passer des messages, mais qu'on peut vendre. Pour la petite histoire, avant, ils avaient des vitrophanies sur les vitrages, qui étaient micro-perforés. Donc, personne ne savait si c'était éclairé à l'intérieur. Et ils devaient louer ça, je ne me rappelle plus, 300 ou 400 € par mois. Donc autant dire que c'était niveau visuel une horreur, 2 ça rapportait rien. Là en fait à la seconde vous pouvez quand même vendre quelques euros. Donc en fait l'information, parler d'argent et d'information c'est aussi des vrais sujets dans votre univers du tourisme, mais néanmoins je pense que c'est pas antinomique. Et en fait il se passe vraiment quelque chose où on a une première information et en plus sur cette information qui passe en déroulé, on a une dynamique, on a bien sûr, on dit le collector. Nous nos adhérents c'est le collector. Mais il est où le collector ? Il est dans les boîtes juste à côté de vous, sur les assises. Et vous pouvez le prendre, c'est gratuit. Et là, en fait, vous arrivez avec cette Bible de la ville, puisque c'est tous les adhérents qui sont dedans par thématique et par service. Et en plus, l'autre élément qui vend un petit peu qui ramène un peu d'argent au pavillon, c'est la City Card. Et c'est une carte en fait qui permet d'avoir des ouvertures de musées, des prix sur les trajets, les transports. Et ben en fait, on en parle bien sûr dans cette vidéo. Et à côté du collector, on a un autre box
qui est dédié à un petit fascicule de la CityCard. Donc de ce fait, on amène déjà une information qui va pouvoir être étayée, déjà prédigérée, et étayée quand on arrive devant les experts touristes. Ça devient vraiment intéressant, en plus d'avoir eu de l'information ici. Par contre, vous voyez qu'il y a 0 fly quasiment. Il y a juste au fond là-bas. Au fond, on avait une sélection institutionnelle qui change. D'ailleurs, ces niches sont modulables, on peut faire rien comme on peut en densifier, mais c'est vraiment une présélection vraiment spécifique et qui change tout le temps. L'idée, c'était de dire qu'en fait, là, c'est une fois qu'on a découvert par cet écran les premiers éléments et les supports de communication, et bien en fait, on allait passer un moment avec l'expert pour construire mon week-end, pour construire ma semaine, pour construire mon séjour, et potentiellement, en tant que Lyonnais, aussi apprendre des choses sur ma ville pour vivre une nouvelle expérience. Je vous parle de ça parce que ça faisait vraiment parler du cahier des charges aussi, de dire que le pavillon à Lyon, personne ne savait où il était, les Lyonnais, et qu'il fallait refaire vivre cette expérience avec d'autres choses. Et je vais vous expliquer comment. Donc là, vous voyez les estrades, vous voyez des panotages, des différentes sources d'éclairage, bien sûr sur variation. On a aussi des enceintes au plafond, on ne les voit pas bien, mais c'est des enceintes noires. Vous avez 3 rangées de 5 enceintes. C'est énorme. Et il est fou l'archi là. Mais en fait, 3 rangées de 5 enceintes, parce que moi je pense qu'il est bien plus agréable d'avoir un son homogène et bas, plutôt que d'être sous une douche de son où ça hurle, et à 5 mètres de ne pas entendre la musique. Donc vaut mieux multiplier avec un volume sonore tempéré. Et puis en fait, les 3 lignes, c'est que quand on est en mode d'accueil, vous avez plus de son au niveau de l'estrade immersif, de ce qui se passe à l'écran. Vous avez un peu moins de son au milieu, et vous n'avez même pas du tout de son au-dessus des desks d'accueil. Puisque pour faire une prestation d'accueil, c'est quand même agréable de ne pas pouvoir hurler. Ça, c'est simple. Par contre, quand d'un seul coup, ce lieu, parce que je veux le faire vivre pour les Lyonnaises, pour le privatiser peut-être, et ben en fait, le soir, à partir de 18h, fin des services, on peut privatiser ce lieu, gratuitement ou par paiement. Les desks d'accueil vont se rentrer jusqu'au mur noir. Ça libère un espace. L'écran, bien sûr, on peut y mettre des images, des vidéos. Ça peut être de la présentation de marque. Ça peut être les concours de robots de l'INSA, qui est l'école d'ingénieurs. C'est un concours internationaux de robots. Ben, ils ont été faits ici, avec des caméras. Et d'un seul coup, il y a tous les gens qui viennent autour. C'est BMW qui a sorti sa moto ici, la nouvelle moto, ils l'ont mis là. Donc en fait, c'est plein de choses qui peuvent se passer. Ça peut être bien sûr une salle plénière. Enfin voilà, tout ça. Et puis bien sûr, ça peut être aussi une logique où ces desks, une fois qu'ils sont rentrés, on va pouvoir mettre des traiteurs ou un principe de service. Mais ça veut dire qu'il y a les ordinateurs dessus. C'est chiant. Mais en fait, on a juste une prise. Et donc en fait, là, le principe de la prise, c'est qu'on fait un plug and play et on va pouvoir juste enlever l'écran et tout est branché dedans. On me fait signe qu'il faut que je me dépêche. Et juste dernière chose, vous avez au fond des moulures, en fait, qui sont rapportées. On a recréé un haussmannien vraiment traditionnel pour accentuer cette boîte qui avait été modifiée dans les années 60, qui était toute moche. On a refait en fait des boiseries d'époque vraiment pour donner du jus et accentuer ce côté rénovation avec cet écran noir. Sous l'écran noir, vous avez des tiroirs où vous avez l'ensemble des fly pour que les experts puissent travailler, bien sûr, et faire de la presta. Ouais, un petit peu. Bon, après, Pierre, j'enverrai le support pour peut-être partager. Mais en fait, ça, c'est justement l'ensemble des traitements que je viens de vous expliquer, qui ont été résumés. Mais ça, en fait, ça vient pas de nous. Hein. Ça vient vraiment, en fait, du client. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. En off. Merci.